la une ce soir, l'investissement de la région Guadeloupe dans la recherche. Suite à un appel à projet, 7 programmes scientifiques ont été retenus. Ils abordent des thématiques variées, allant du changement climatique aux recherches sur les maladies vectorielles chez l'homme. Et le ouf de soulagement pour Henri Nagapin, après l'annulation de son élection à la Chambre de commerce par le tribunal administratif de Basse-Terre. Celle-ci a été finalement validée par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Les précisions sont à venir dans ce journal. Et à Socoméco, le mouvement de grève se poursuit. Si les deux parties n'ont pas rompu le dialogue, elles ont du mal à s'entendre sur le montant des augmentations à attribuer aux salariés. Nous entendrons les arguments des salariés et la réponse de la direction de l'entreprise. Et la Croix-Rouge a lancé sa campagne annuelle jusqu'au 18 juin. Des bénévoles arpenteront la Guadeloupe pour sensibiliser le plus grand nombre. La présidente de l'antenne de la Guadeloupe de la Croix-Rouge, Gladys Farasman, est notre invitée. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. Le verdict est tombé en milieu d'après-midi pour Agnès Françoise. La jeune femme âgée de 26 ans, accusée d'avoir jeté dans une poubelle le bébé qu'elle venait de mettre au monde, a été condamnée à 13 ans de réclusion criminelle. Qu'avez-vous pensé de ce geste? Le geste de cette jeune femme? Patrick Curie et Moïse Dexter vous ont posé la question. On vous écoute. Je ne peux pas porter de jugement. C'est elle qui a... C'est elle. Peut-être qu'elle avait les raisons. Elle avait des raisons. Moi, je ne peux pas juger sur ce cas-là. Parce que vous savez, il y a tellement de choses qui se passent et tout. Tellement des gens qui sont au désarroi et tout. Bon, peut-être ça. Elle l'a dit. Elle a dit qu'est-ce qui l'a poussé à le faire aussi. C'est navrant. Parce que je pense qu'elle aurait dû se faire entourer avant d'arriver jusque-là. Et on voit qu'il y a des gens encore à cette période, enfin en ce 21e siècle, où les gens en arrivent à des extrémités telles que de mettre fin à la vie de leur enfant. Mais bon, après, on sait qu'il y a des moyens de contraception, il y a beaucoup d'informations pour ne pas arriver jusque-là. C'est quelque chose que je trouve très navrant, c'est assez choquant, mais ce sont des gens en fait, qui devraient être pris en charge très, très tôt. Le problème, c'est qu'on ne peut pas forcément déceler que la personne a des troubles psychiatriques ou... parce que là, c'est un vrai trouble psychiatrique en fait, c'est obligé. Je ne vois pas comment on fait pour tuer son enfant si on n'est pas malade, quoi. Il faut voir déjà avec ces problèmes familiaux. Très souvent, ce genre d'actes, on va dire, ça amène à des problèmes familiaux. Il faut voir un peu. Je ne sais pas. Franchement, ça me surprend parce que ici en Guadeloupe, surtout sachant que nous sommes quand même très maternels, très famille. Oui, ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Parce que ce sont des femmes qui sont en désespoir, quoi. Peut-être, nous sommes hommes. Bon, il y a des fois que, aussitôt qu'on a enceinte la femme, et puis après on va faire son chemin, et après la femme est en désespoir. Ah non, mais elle mérite d'être vraiment foncée même. Parce que voir l'enfant, c'est un garçon, vous l'avez déjà fait, porter 9 mois, ou pas de ça, là, c'est un homme marié, vous battez enceinte plus. Alors il méritait fou en dedans là, je le fais en casse. Là, on ne veut pas barrer plein de l'eau, on ne peut pas faire ça dedans. Vous entendez? Pour laisser barrer là, convoyer et pas habiter. C'est parce que vous pas tenir en conscience, au fond, vous avez fait 9 mois avant. Pourquoi j'étais ma foi, monsieur là, où tu es là, mais occupé de Timouna, et Timouna au famille, il faut essayer de pour lever Timouna, on cherche un travail. Mais je ne pas dire comme ça, ou font Timoun, nous mettez dans sa poubelle, en cabaïta. Quand Timoun là, levé, il va famille à lever, mettez à l'orphelinat, mettez un côté. Et parlons maintenant de cet acte de solidarité en Guyane. Des lycéens étaient mobilisés aujourd'hui devant la préfecture à l'appel du STEG UTG pour défendre leurs camarades d'origine haïtienne menacés d'expulsion 24 heures avant la première épreuve du baccalauréat. Reportage Ayodele Germain. C'est ici que la quinzaine de manifestants a souhaité exprimer son soutien aux 4 élèves haïtiens assignés à domicile, avec obligation de se présenter à la gendarmerie 2 fois par semaine. Ils sont une situation très difficile à passer cet examen. Je suis là pour le soutenir parce qu'on commence tous les mêmes épreuves demain. Et j'aimerais bien qu'il essaye aussi parce qu'il a fait les 3 ans, il a travaillé comme tout le monde. Étienne et Pascal font partie du petit cortège. Pour Étienne en particulier, cette manifestation est une démarche in extremis, car demain, il devra se présenter à ses premières épreuves du baccalauréat. Pourtant hier, une perquisition a été effectuée à son domicile par la gendarmerie. Il m'était comme un délinquant.
Par exemple, hier, ils ont venu chez moi, ils me cherchent partout, ils fouillent dans la moire de Matati, tout ça. En plus, ça me sert, je vais pas réviser pour aller et passer mon bac. En milieu de matinée, une petite délégation est reçue par le chef de cabinet du préfet. À leur sortie, sur leur visage se lit un air de soulagement. Étienne pourra se rendre à ses épreuves de bac demain. Le directeur de cabinet nous a dit qu'elle laisserait les élèves tranquillement passer leur examen. Donc ils sont soulagés pour ça, qu'ils peuvent enfin travailler tranquillement, sereinement. Et par contre, ce qui est une autre avancée, c'est qu'ils vont étudier attentivement chacun des 4 dossiers afin de peut-être régulariser leur situation. Une affaire qui dure depuis février dernier. Les 4 jeunes haïtiens en situation irrégulière sur le territoire mais scolarisés sont passés par le séjour en centre de rétention administratif, puis l'assignation à domicile. Entre le respect d'une injonction légale et son éducation, pour Pascal, le choix est fait. Le mieux à faire, c'est de suivre mes cours, parce que mon avenir en dépend, parce que l'avenir de mes parents en dépend aussi. Et sauver des vies, c'est le sens de l'engagement de la Croix-Rouge. L'organisation humanitaire vient de lancer sa campagne annuelle afin de récolter des fonds. Jusqu'au 18 juin, des centaines de bénévoles arpenteront ainsi la Guadeloupe pour sensibiliser le plus grand nombre. Reportage Karen Diama. Pour récolter des fonds, les bénévoles de la Croix-Rouge sont à pied d'œuvre depuis 3 jours. Nous quittons sur le territoire guadeloupéen pendant une semaine. La quête a commencé le 10 et se terminera le 18. Cette action que nous faisons va nous permettre, nous Croix-Rouge, d'œuvrer sur le territoire au niveau social, au niveau des formations des équipiers, au niveau d'autres choses, au niveau matériel pour la Croix-Rouge. C'est pour ça que cet argent, la participation du peuple guadeloupéen, cet argent reste en Guadeloupe, je précise, et ne va pas autre part. Et en fonction des directives de la direction, on saura quoi faire. L'argent récolté devrait leur permettre de rénover la maison Croix-Rouge, mais pas seulement. L'argent des quêtes précédentes nous ont permis d'avoir le bus et aussi du matériel pour tout ce qui est catastrophes naturelles qui vont arriver, espérons qu'ils vont pas arriver en Guadeloupe, mais que nous serons prêts à côté des actions publiques. Plusieurs bénévoles ont donc été mobilisés pour récolter le plus de dons possible. Pour le moment, elle a commencé, moi je vais terminer, elle va repartir, mais les quitteurs viennent et s'en vont, ils font des roulements. Il peut y avoir 5-6 quitteurs. Peut-être je suis là et les gens me disent on a déjà donné de l'autre côté, peut-être que voilà, parce que Millénis au niveau entrée est très vaste. Donc voilà, c'est pour ça. L'opération de sensibilisation se poursuit jusqu'au 18 juin prochain. Et la présidente de la Croix-Rouge, antenne de la Guadeloupe, nous a rejoint sur ce plateau. Gladys Farasman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors on a vu la question vraiment qui est dans toutes les têtes, c'est l'argent, le nerf de la guerre. Qu'allez-vous faire de cet argent, de ces fonds qui seront récoltés jusqu'au 18 juin? Alors il est vrai que les actions sont multiples. On a toujours pour objectif de financer les activités traditionnelles de la Croix-Rouge, à savoir donc des missions d'action sociale, de l'illettrisme, proposer justement du savoir de base à des personnes qui n'ont pas bénéficié de ces savoirs. Et bien sûr, l'urgence et le secours, les missions pour lesquelles la Croix-Rouge est principalement connue en Guadeloupe. Comment est acheminé cet argent, ces fonds? Comment sont-ils acheminés? On le sait, les Guadeloupéens sont assez sollicités en ce moment. Il y a déjà également cette collecte de la banque alimentaire. Il y a aussi beaucoup de scandales liés aux organisations humanitaires. On ne peut pas le cacher. Comment est acheminé cet argent? Quel est son trajet? Alors, je vais vous rassurer là-dessus. Je tiens à rassurer les Guadeloupéens. Je suis heureuse de cette question. Les fonds donnés par les Guadeloupéens restent en Guadeloupe. Il est vrai que nombreuses sont les associations humanitaires qui ont subi, j'ai envie de dire, malheureusement, donc, les conséquences de d'autres associations humanitaires qui n'ont pas utilisé les fonds comme elle l'avait expliqué. Mais je tiens à rassurer la population, les fonds Croix-Rouge Guadeloupe restent en Guadeloupe et que la Croix-Rouge Guadeloupe n'a jamais subi donc, ces types de désagréments. Voilà, donc les fonds restent à l'ADT et puis on parle de délégation territoriale en Guadeloupe et nous servirons donc à financer toutes ces actions que nous mettons en place, à savoir notamment donc le pacte de santé, parce qu'il faut savoir que la Croix-Rouge chaque année met en œuvre un principe au niveau donc national donc et local et cette année donc on donne la priorité donc aux jeunes et à la vulnérabilité des jeunes. Voilà. C'est-à-dire? Alors, nous allons mettre l'accent sur l'exclusion des jeunes, voilà, leur donner la possibilité
d'accéder au savoir de base dont on parlait, donner la possibilité aux jeunes familles, aux adolescents qui ont notamment eu des enfants très très tôt, j'ai envie de dire de se rattraper un peu dans la vie et de bénéficier de ces savoirs. Et on pense aussi donc aux étudiants, parce qu'il faut savoir que la Croix-Rouge est une commission jeunesse très très active et nous permettons aux jeunes de mettre en œuvre des projets. Nous finançons même 50% de ces projets. Voilà. Alors on l'a dit tout à l'heure, ces fonds serviront essentiellement à l'achat de matériel, rénovation d'immeubles, notamment celui de la Croix-Rouge, le siège, qui reçoit du public. Quelles sont les autres actions qui représentent cette institution ? Alors, les actions sont nombreuses et j'invite donc tous les Guadeloupéens à nous rejoindre. On organise aussi des journées portes ouvertes. Alors, si on doit parler d'actions bien spécifiques, on a des actions de responsabilisation des jeunes, puisqu'on reçoit des jeunes en travaux d'intérêt généraux. On reçoit aussi des jeunes sous main de justice, pardon. Et voilà, les actions sont très très vastes. On n'intervient pas uniquement dans la distribution de bons alimentaires, mais aussi donc dans la vie sociale, parce qu'on est là en fait pour sauver des vies de manière générale. Voilà. On le sait, un bilan territorial est établi chaque année. Quels sont les besoins de la Guadeloupe les plus importants ? C'est vrai, les besoins de la Guadeloupe sont énormes. Je vous le dis sincèrement, ils ont tendance même à croître. Bien souvent, on parle de denrées, on parle de besoins alimentaires, mais pour s'alimenter aussi, il faut avoir accès au savoir. Et on constate donc que ce sont toujours les mêmes populations qui sont touchées. Et il faut aujourd'hui agir donc sur les plus jeunes aussi, puisque nous, on agit dès l'âge de 3 ans, puisqu'on propose aussi des actions à l'attention des jeunes de 3 ans. Et l'idée ensuite, c'est de les accompagner pour pouvoir sauver ces vies et arriver un peu à changer un peu la donne sur ce diagnostic territorial qui, pour l'instant, n'est pas très, 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 très beau à voir, j'ai envie de dire. Gladys Farasman, vous êtes venue justement avec pour récolter de l'argent, ces fonds. Où peut-on trouver les bénévoles de la Croix-Rouge ? Alors, les bénévoles de la Croix-Rouge, on les trouve principalement à la Croix-Rouge, avec la tirelire. Voilà. Alors, nous agissons sur le territoire de manière générale. Alors, vous nous trouverez dans les centres commerciaux, devant les centres commerciaux. On remercie d'ailleurs donc les directeurs des centres commerciaux qui sont de fidèles partenaires. Ce sont toutes les grandes chaînes et on organise aussi ce qu'on appelle des caravanes de quêteurs. Donc on prend les minibus et on va sur les territoires, dans les communes, on fait du porte-à-porte et on demande aux personnes qui ne peuvent se déplacer, on les sollicite et ils sont toujours heureux de donner. Et c'est partout, c'est aussi aux Saintes avec des roller skates, des roller skates, et des caravanes de motards aussi. Donc on essaie en plus de mettre de l'animation et d'expliquer aux personnes à quoi vont servir dans les fonds. Est-ce que vous continuez à recruter du personnel pour justement récolter ces fonds ? Ah oui, tous les jours on recrute. On recrute tous les jours. Les personnes qui ont juste envie de quêter peuvent devenir bénévoles d'un jour. Donc on a aussi ce statut donc, au sein de la Croix-Rouge. Venez nous rejoindre. Vous pouvez juste quêter pour une journée. On accepte aussi et on espère toujours que vous resterez avec nous tout au long de l'année. Voilà. Gladys Farasman, merci d'avoir accepté de répondre à notre question. Je rappelle quand même que cette campagne aura lieu jusqu'au 18 juin. Passé ce délai, ce ne sont pas des bénévoles de la Croix-Rouge. Aujourd'hui, une bonne nouvelle est tombée pour nos collègues de France-Antilles. Le groupe AGR, propriété de la petite fille de Robert Hersant, sera finalement propriétaire de France-Antilles. La décision du tribunal de commerce de Martinique est tombée ce matin. Alizé Lutran et Michelet François ont rencontré justement Belinda Boulay, journaliste et déléguée syndicale qui a réagi face à leur caméra. On regarde ensemble. Reprise totale de l'ensemble des salariés, à l'exception du poste de directeur général. Effectivement, nous journalistes, nous sommes assez satisfaits, même si on restera très vigilants quant à la mise en œuvre de cette nouvelle équipe. Mais effectivement, c'est l'offre qui, à notre sens, garantit l'emploi, ce qui est quand même une priorité. C'est-à-dire que tous les salariés de l'entreprise gardent leur emploi. Et pour nous journalistes, c'est aussi l'assurance, puisque plusieurs fois, l'offre d'AGR, par son représentant Philippe Labine, a cessé de répéter qu'il maintiendrait l'indépendance des rédactions, la liberté de la presse. On est soulagés en tout cas de savoir que l'activité va continuer, qu'on va continuer à travailler, qu'on va continuer à faire de l'information de proximité et de qualité. Et on l'espère en tout cas. Enfin, en tout cas, on espère continuer et travailler dans de meilleures conditions aussi. Et restez avec nous dans un instant. Le service militaire adapté recrute dans ses rangs. Et puis, gros plan sur les jeunes de l'association Passerelle, dont les meubles entièrement réalisés à la main connaissent un véritable succès. Mais depuis samedi dernier, les salariés de l'entreprise Someco spécialisée dans le matériel industriel sont en grève, hormis les conditions de travail déplorables qu'ils dénoncent. Ils se battent surtout pour réclamer une augmentation de 100 €. On regarde le reportage de Karen Diama.
Des salariés de l'entreprise d'outillage Socomeco sont entrés en grève. Ils ont présenté une plateforme de 5 points de revendication et bloquent sur le premier. Il concerne l'augmentation salariale de 100 €. Nous faisons des propositions, notamment nous bloquer 6.1 là, qui est point plus important là, c'est point à revalorisation salariale. Et nous faisons une première proposition et nous faisons une proposition qui n'est pas acceptable par la base. Donc nous refusons unanimement, puisqu'elle nous dit que c'est MCP fait plus effort. Déjà nous essayons de faire des concessions importantes, 6 premiers points là ça. Et pour l'instant, au lieu que nous montrions en volonté de négocier, nous quasiment ultimatum. De son côté, la direction se dit ouverte au dialogue, mais ne peut satisfaire la demande des salariés au vu de l'impact financier que devra supporter l'entreprise. Nous avons eu 6 réunions et les demandes, surtout la demande de point 1, était de 150 € mensuels bruts. Ce qui représentait pour cette simple demande un coût pour l'entreprise de 130 000 € par an. C'est que nous avions fait une proposition qui représentait 2 fois le coût de la vie et qui représentait un coût pour l'entreprise de 25 000 € par an d'augmentation de charges pour 35 salariés. Les deux parties restent ouvertes à la négociation. L'accès à l'entreprise n'est pas bloqué. Et ne soyez pas surpris si vous êtes victime de coupures d'eau, surtout si votre habitation se trouve dans l'une des communes desservies par le SIAG. Un mouvement de grève a été lancé dès hier soir par l'UNSA avec effet immédiat. Il porte de nouveau sur le maintien des acquis des anciens employés de la Générale des Eaux devenus agents du SIAG, des droits encore non respectés selon le syndicat. Nous y reviendrons bien entendu dans nos prochaines éditions. Et dans le reste de l'actualité, l'investissement de la région Guadeloupe dans la recherche scientifique locale. Suite à un appel à projet, 7 programmes de la communauté scientifique de l'Université des Antilles ont été retenus pour un montant global de 8,7 millions. Reportage Isabelle Hameau. La recherche se développe. Sur les 17 projets déposés, 7 ont été retenus et abordent des questionnements sur le changement climatique ou encore les maladies vectorielles chez l'homme, comme dans le projet MALA, qui traite des maladies émergentes. C'est un projet qui traite des maladies infectieuses, qu'elles soient humaines, animales ou végétales. Donc on s'intéresse à l'ensemble de ces maladies, sachant qu'il y a des outils qui servent à traiter les 3 types de maladies. En matière de diagnostic, par exemple, on essaie de mettre au point des outils qui nous permettent de diagnostiquer en même temps l'ensemble des agents pathogènes présents dans un hôte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le diagnostic, on trouve ce qu'on cherche. Par exemple ? Aujourd'hui, des pathologies, donc tout ce qui est arbovirose par exemple, c'est des maladies transmises par des vecteurs insectes. Donc la dengue en fait partie, le chikungunya en fait partie. Et donc aujourd'hui, on est en train de mettre au point des outils de diagnostic qui nous permettent de diagnostiquer en même temps l'ensemble des pathologies dont serait atteint un patient, par exemple. La région s'est appuyée sur les services de l'Agence nationale de la recherche pour installer un comité scientifique composé d'experts indépendants. Ce comité a statué sur la qualité scientifique des projets collaboratifs déposés. Donc la région Guadeloupe, elle met au service des chercheurs, mais surtout au service des Guadeloupéens, ces thématiques de recherche. Nous sommes tous concernés par le Zika, nous sommes tous concernés par la drépanocytose, nous sommes tous concernés par la petite agriculture familiale, nous sommes tous concernés par ces virus qui attaquent nos plants d'ignames, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment une recherche ancrée dans son territoire. La recherche, une priorité régionale, surtout lorsqu'il s'agit de la santé des Guadeloupéens. Les 7 projets seront financés à hauteur de 8,7 millions d'euros. Et autre événement de cette journée, la validation de l'élection d'Henri Nagapin à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Précédemment annulée par le tribunal administratif de Basse-Terre, elle a été validée finalement par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. On écoute la réaction de l'intéressé, interrogé par Isabelle Hameau. Première chose, c'est vrai qu'il y avait une incertitude juridique. Aujourd'hui, ce matin, très tôt, la Cour administrative d'appel a tranché. Elle a rendu son arrêt. Et son arrêt infirme la décision du tribunal administratif de la Guadeloupe. C'est quoi cet arrêt? Cet arrêt dit que nous sommes des chambres de commerce et d'industrie territoriales. Le principe de la parité ne s'applique pas.
Mais il faut aller au-delà de la Guadeloupe. C'est une jurisprudence pour l'ensemble des chambres des départements d'outre-mer, parce qu'elle donne le statut, le vrai statut des chambres dans les départements d'outre-mer. Ce sont des chambres de commerce et d'industrie territoriales, pas de parité. Voilà, c'est ça l'essentiel. Maintenant, après, il y a eu un tourbillon, oui, c'est vrai, c'était un peu compliqué. Mais les choses vont se calmer. Je fais confiance aux hommes, je fais confiance à la bonne volonté, je fais confiance aux hommes qui veulent travailler pour la Guadeloupe. Ce sont des chefs d'entreprise, ils veulent développer l'économie, ils veulent d'une belle Guadeloupe, ils vont travailler pour la Guadeloupe, ils vont travailler avec la Chambre, ils vont me rejoindre. J'en suis certain. Je veux être sur le terrain, je veux être à côté des entreprises, je veux écouter, je veux analyser et je veux proposer. Il faut aider les chefs d'entreprise. Nous avons un tissu entrepreneurial en Guadeloupe qui représente beaucoup de petites et de moyennes entreprises. Ils ont besoin de soutien, ils n'ont pas de logistique et ça, la Chambre doit jouer un véritable rôle auprès de ces petites entreprises. Et dans le même temps, la Cour administrative d'appel de Bordeaux confirmait l'annulation des élections à la Chambre de métiers de la Guadeloupe. Franck Lasserre, l'actuel président, envisagerait de saisir le Conseil d'État. Ses concurrents, eux, se disent déjà prêts à repartir en campagne pour solliciter à nouveau le suffrage des artisans. Et puis le régime du service militaire adapté recrute des jeunes stagiaires volontaires dans plusieurs filières de formation. Des jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 25 ans, de nationalité française, aptes médicalement et en règle avec la journée de défense citoyenneté. Le détail avec Karen Diama. Connu pour sa mission d'insertion par la formation militaire, le service militaire adapté recrute toute l'année. La première étape, c'est déjà de venir au RSMA. Ils arrivent, ils sont pris, comme vous avez pu voir tout à l'heure, en salle d'information. On leur fait une information collective qui va durer à peu près 20 minutes, une demi-heure, voire un peu plus, suivant s'il y a des questions à la fin de l'information collective. On leur explique le déroulé complet d'une entrée au RSMA, le parcours du jeune qui débarque au RSMA, qui ensuite passe sa formation initiale et ensuite sa formation professionnelle. Une fois qu'il a eu la séance d'information collective, il récupère un dossier de candidature qu'il va traiter. Donc il a des documents administratifs à nous fournir, il aura une visite médicale chez un dentiste à faire et ensuite il nous ramène son dossier de candidature. Une fois que le dossier est récupéré, il est reçu en entretien par un des cadres de la cellule de recrutement. Dispositif d'insertion socio-professionnelle au profit des jeunes Guadeloupéens, le SMA propose 10 domaines de formation. Et chaque mois, nous incorporons environ 70 à 80 jeunes dans 5 à 6 métiers. Et en l'occurrence, pour le mois de juillet, dans une quinzaine de jours, nous avons une dizaine de places en agent d'accueil touristique notamment, mais aussi en mobilité vers la métropole ou en emploi localement. Des métiers qui sont ouverts aux diplômés comme aux non-diplômés. Si le cadre militaire pourrait en dissuader plus d'un, le SMA a su séduire en proposant des avantages comme l'obtention du permis de conduire. Outre le côté emploi, qui est quand même un beau tremplin, le jeune qui entre au SMA a l'assurance d'avoir une place, je dirais, assez privilégiée. En fait, il va être logé, donc pas de loyer, même le week-end, nourri matin et soir, même le week-end, habillé, donc pas de problème de laverie, et 340 € d'argent de poche par mois. Donc un jeune qui rentre ici, non seulement il est bien matériellement, mais il ne peut penser qu'à sa réussite, sa propre réussite, et c'est pourquoi nous œuvrons. 4 jeunes sur 5 qui entrent au service militaire adapté obtiennent un emploi ou une poursuite de formation, la promesse d'un avenir meilleur. Et eux sont la parfaite illustration que tout est possible. Après le succès de notre reportage qui leur était consacré et les nombreuses sollicitations dont ils ont fait l'objet, nous avons décidé de revoir les jeunes de l'association Passerelle, cette fois dans leur atelier où sont confectionnés les meubles, de la prison à l'art déco. Un reportage de Linda Kayarsi. Bienvenue à la Passerelle. C'est l'atelier que nous fabriquons nos meubles en palette, que je vous invite tout à l'heure à faire un tour pour voir mes collègues en train de travailler à l'arrière, pour que vous voyez un peu ce qu'on fait depuis le ministre que je suis passé, où est-ce que je travaille, comment je confectionne les meubles et tout comme ça. Alors là, je vous invite à faire un tour avec moi. Ici, ils sont une dizaine à concevoir du mobilier en bois sur mesure pour particuliers et professionnels. On fonctionne en mode d'entreprise, vous voyez. On essaie de créer, celui-là il fabrique, celui-là coupe, celui-là il classe les palettes, on fait une chaîne quoi.
pour que ça puisse faire un peu, pas comme une association, mais comme une petite entreprise. Chaque pièce est unique, originale, mais aussi l'expression de la personnalité de chacun. C'est parti d'une commande, je suis en train de fabriquer une petite table basse avec plusieurs motifs différents en fait. Normalement on travaille avec des plans, mais aujourd'hui je travaille à mon inspiration aussi. Avec une base technique de qualité. À respecter les mesures, à faire des épires, à partir des épires, ce qui représente le meuble en réalité, en schéma réel. On travaille le schéma naturel réel. Donc à partir de là, il relève les dimensions sur les épires et après, il prépare les pièces et les assemble. 3 fois par mois, l'atelier bénéficie de livraison de palettes. En un mois, plus de 300 sont recyclés en ameublement. C'est vraiment utile, ça nous permet de retirer les palettes très facilement. Et après, lorsqu'on retire les palettes, il faut retirer les clous. Parce que comme nous, on essaie de faire un travail très propre, on retire tous les clous qui sont dedans pour qu'on puisse pouvoir poncer la palette correctement et ne pas avoir de soucis au niveau du ponçage. Aujourd'hui, aux côtés de tous ces jeunes travailleurs, l'association La Passerelle valorise un savoir-faire désormais maîtrisé. Je tiens à le préciser, ce ne sont pas des stagiaires, ils sont salariés. La Passerelle est leur employeur. Et dans leur parcours d'insertion, effectivement, il est prévu qu'ils soient formés. Ils doivent intégrer une formation à partir du mois de septembre. Ces jeunes, pour la plupart, c'est leur premier emploi. Ils n'avaient pas d'expérience professionnelle. Donc, pour 2 tiers d'entre eux, c'est vraiment leur première expérience professionnelle. Je tiens à préciser qu'ils n'avaient jamais fait de menuiserie auparavant. Certains ont une formation soit dans la maçonnerie, d'autres n'ont pas de titre professionnel, voire n'ont pas de diplôme du tout. Et vraiment, ce sont des parcours vraiment atypiques. Objectif à terme, poursuivre le développement de leur activité, mais surtout démontrer leur engagement et leur implication dans chacune de ces pièces. Avec La Passerelle, c'est tout et c'est du beau travail. On est des œuvres d'art, comme vous voyez. Et merci à Mme Griffard, M. Philippe, M. Louis et le lycée du Lamentin. Merci à vous tous. Venez très nombreux. C'est le développement durable qui est là. Surtout le lycée. Surtout. Pour leur accueil. Merci de leur accueil. Une spéciale dédicace aux téléspectateurs d'ATV Guadeloupe. C'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous attend nombreux demain à l'occasion de la journée mondiale des donneurs. Vous attend à l'hôpital de Pointe-à-Pitre de 8h à 16h. Et puis enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe. L'information continue dans un instant avec Eddie Planté pour Questions Directes.